Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Salam alaikum, aïe al-ikhwa al-akhwat, marhaba bikum, mesdames, mademoiselles, messieurs, bonsoir, c'est Accès Libre, c'est sur Radio M, Radio M Post également, nous sommes ravis de vous retrouver en ce début d'année, bonne année d'abord, et ensuite, bienvenue pour suivre un débat politique que nous avons mené aujourd'hui avec monsieur Sofiane Djilali, président du parti Jil Jadid. Marhaba bik, Sofiane. Ahlan. Bonne année aussi à vous. عام سعيد للجميع وأسق وسمقاس مدام عيد يناير. C'est vrai. Marhaba bik, c'est Sofiane. Vous avez été reçu mardi 14 janvier par le président de la République Abdelmajid Tebboune dans le cadre des consultations, c'est du moins ce qui a été dit dans le communiqué de la présidence de la République, rencontre et consultation avec les personnalités, les chefs de parti, les représentants de la société civile. Alors, parlez-nous un peu comment cette rencontre a eu lieu. Elle a duré plus de 2 heures ou moins de 2 heures. Presque 2 heures. Presque 2 heures de débat. Oui. Est-ce qu'il y avait des axes, des points que vous avez donc évoqués avec le président de la République? Écoutez, le président de la République m'a donc invité pour essayer de discuter autour des questions de l'heure. Tout le monde sait que l'Algérie est dans une situation difficile, qu'il y a une crise politique qui est toujours là et que il faut maintenant essayer d'aborder avec un peu de raison pour trouver les solutions. Donc, c'était la première fois que je rencontrais la personne de M. Abdelmajid Tebboune. Mais l'ambiance était tout à fait correcte, conviviale, je peux dire. Et donc, ça a permis de poser clairement les problèmes sur la table et de les aborder en toute franchise. Comme vous le savez, Jil Jadid a des positions, des demandes politiques, et donc je n'ai pas hésité une seconde à formuler les questions pour comprendre la position du président de la République et surtout les choix qu'il est en train d'opérer. Donc nous avions abordé un très large éventail de questions, certaines qui sont inscrites dans l'urgence, d'autres qui sont inscrites un peu plus dans le moyen ou le long terme, pour préciser un petit peu les intentions de ce pouvoir, pour comprendre où c'est qu'il veut aller et dans quelle mesure l'opposition en général, le Hirak, peuvent réellement prendre en charge le destin du pays, influencer les décisions à venir et orienter le débat sur des éléments de changement de système politique de manière concrète. Et est-ce que vous avez senti chez le chef de l'État une volonté justement de changer le système? Parce que lui du moins dans ses communiqués, dans les déclarations, il parle de nouvelle république. Absolument. Maintenant, le chef de l'État a évidemment dit qu'il avait l'entière disponibilité et toute la volonté pour qu'il y ait un véritable changement, qu'il voulait écouter le Hirak, et c'est dans ce cadre-là qu'il a reçu essentiellement des personnalités de l'opposition qui étaient en tout cas en dehors du système depuis plusieurs décennies. Donc ça, c'est l'aspect concret. Maintenant, il ne faut peut-être pas juger les intentions cachées. Je ne sais pas, je ne peux pas garantir. Et par ailleurs, même s'il a la meilleure des intentions, il reste qu'il est lié à une situation particulière, à des forces agissantes dans le pays, à l'intérieur du système, à l'extérieur du système. Donc, je ne sais pas comment juger exactement de sa marge de manœuvre, mais en tout cas, il me semble qu'il est dans de très bonnes dispositions pour essayer d'entamer une évolution significative du système. Est-ce que vous avez évoqué, j'ai lu ça un peu dans votre communiqué, la question des médias, parce que vous voyez que une grande partie de l'opposition, vous-même, et dans le Hirak, dans les mouvements de foule et de contestation populaire, on évoque la question des médias, puisque les médias sont toujours fermés, il y a des sites comme TSA qui est bloqué, l'accès aux médias publics, à la télévision, à la radio est toujours pratiquement interdit à l'opposition. Est-ce que le chef de l'État voudrait un peu ouvrir ce champ médiatique? Écoutez, ça a été juste le deuxième point que nous avions abordé. Le premier
consistant à parler des détenus d'opinion. Sur les médias, le président a dit qu'il avait pris en charge ce souci et qu'ils allaient vers une ouverture significative des médias publics très bientôt. Je pense qu'ils prennent des dispositions plus techniques qu'autre chose et que, en tout cas, dès qu'il y aura la première mouture sur la constitution qu'il veut proposer à débat, il y aura une large ouverture des médias audiovisuels, publics et de fait privés également, pour inviter la classe politique, la société civile pour des débats contradictoires et dans la transparence. En tout cas, c'est ce qu'il m'a affirmé et il m'a dit que tout le monde aura accès, tout le monde, les gens sérieux, disons, auront accès bien sûr à ces médias pour avancer leurs propositions, avancer leurs idées, donner leur vision des choses. Est-ce qu'il vous a parlé des sites électroniques bloqués? On a abordé la question, j'ai posé la question. Il est informé, il connaît ces sites, il m'en a parlé. Il a situé ce problème dans un cadre beaucoup plus général. J'ai compris qu'il y avait des soucis avec quelques sites qui ont été plus des sites de propagande que des sites d'information et que en fait un peu tout ce secteur-là paye disons les excès des uns ou des autres et qu'ils avaient pris en considération cela et que une fois la sérénité reviendra, ils iront vers une ouverture tout à fait normale. Quant à nous, à Jil Jadid, j'ai bien signifié que rien ne peut se construire et la confiance ne peut pas se rétablir s'il n'y a pas cette ouverture des médias et cette liberté de parole. Et vous avez aussi évoqué la question des détenus qui sont toujours en prison et vous avez même cité des noms comme Karim Tabou, Fadel Boumala, Samir Belarbi, Abdelouahab Felsaoui et d'autres. Est-ce que le président vous a répondu sur cette question, d'autant plus que c'est également une revendication du Hirak? Absolument. Vous le savez que cette revendication d'un préalable à tout dialogue qui soit fructifieux, intéressant et productif. Jil Jadid avait introduit cette demande dès le 6 juillet lors de la conférence de Ain Banyan. Cette conférence qui a été très controversée par la suite, puisque une partie du Hirak semblait ne pas comprendre ou accepter en tout cas toute idée de dialogue. Donc nous avons maintenu cette demande. Il est vrai que la justice a libéré la plus grande partie des détenus d'opinion, en tout cas des jeunes qui portaient ou qui arboraient l'emblème Mazir et beaucoup de blogueurs aussi, même ceux qui avaient été condamnés à des peines fermes ont retrouvé leur liberté. J'ai cité donc franchement le cas des figures politiques connues, puisque heureusement l'Akhdar Bourga et Général Ben Hadid ont été libérés préalablement, mais reste le cas de Karim Tabou, de Fadel Boumala, Samir Belarbi et Abdelouahab Felsaoui qui sont les plus visibles, mais probablement quelques autres. Le président de la République a été clair, il m'a dit qu'il n'y avait pas lieu d'interférer immédiatement dans le processus judiciaire puisque l'instruction est en cours et que chacun sera rétabli dans ses droits en fonction d'une justice qui sera transparente. Donc, s'il y a des charges dans le dossier, dans l'instruction, c'est à ce moment-là aux prévenus de démontrer qu'ils sont complètement victimes et non pas, qu'ils n'ont commis aucun délit. Donc le président hérite d'une situation, visiblement. Absolument. C'est clair que le président n'est en aucune façon responsable de ce qui s'est passé durant les 10 mois ou 11 mois, qu'il n'avait aucun rôle, il n'était pas dans le gouvernement, n'était pas au pouvoir, et de ce fait, on ne peut pas lui imputer directement cette responsabilité, mais il semble bien comprendre et avoir pris en charge cette question. Est-ce que, parce que les questions de réforme de
la Constitution. Et d'ailleurs, les consultations entre, si j'ai bien compris, les déclarations de la présidence dans ce cadre, puisqu'il y a, vous savez qu'il y a un comité d'experts présidé par le professeur Ahmed Laraba qui doit donc préparer une mouture ou des propositions dans 2 mois au chef de l'État. Le professeur Laraba est entouré de spécialistes de la Constitution. Qu'est-ce que le président veut faire à travers de ce qu'il vous a dit, cette Constitution? Est-ce qu'on va aller vers une véritable révolution démocratique ou limitation des mandats des prérogatives du président, pouvoir parlementaire? Qu'est-ce qu'il veut exactement? Absolument. On a très longuement parlé sur la vision d'avenir, comment construire des institutions équilibrées. D'abord, il a bien expliqué que ce comité d'experts, qui n'est pas un comité d'experts organique, maison, puisqu'il est ouvert sur près de 16 personnalités, des enseignants universitaires qui viennent de toutes les régions du pays. Donc ce n'est pas les comités d'intellectuels organiques qui ont l'habitude de faire ce type de projet, mais que le projet qui devra être remis au président de la République n'est qu'une toute première étape. C'est-à-dire, au lieu d'offrir le projet, la Constitution actuelle à débat, il a estimé, dans une première phase, plus intéressant d'intégrer un certain nombre de demandes du mouvement populaire, du Hirak, de l'incorporer dans une mouture, puis de mettre ce projet-là à discussion, dans un dialogue le plus large et le plus approfondi possible. Maintenant, moi, je n'ai aucune garantie que cela se passe ainsi, qu'il y ait un vrai débat et que surtout les résultats soient à la hauteur de ce que nous attendons. Accepter un dialogue ne signifie pas accepter forcément les conclusions du dialogue. Je pense que chacun garde sa liberté, mais je reconnais que le président de la République m'a bien clarifié en disant: vous êtes absolument libre de vos propositions, de vos amendements, quand il s'adressait pas à moi en tant que Djil Jadid, mais un peu à toute l'opposition ou mouvement citoyen, que chacun était libre d'envisager comme il le souhaitait cette discussion-là, et que un débat contradictoire public sera organisé, à l'issue duquel les propositions les plus consensuelles seraient réunies avant d'aller vers probablement un référendum en bout de course. Est-ce qu'il y a une date à peu près pour ce référendum? Ce que j'ai compris, d'abord, il n'y a pas d'échéancier fixe. Je pense qu'il veut s'adapter un peu selon la réaction des uns et des autres. Mais j'ai compris qu'il souhaitait très fortement que le référendum se fasse avant l'été. Avant l'été. Absolument. Et évidemment, parce que cela a été dit durant la campagne électorale, la dissolution du Parlement est prévue. Je lui ai posé la question, oui. Il m'a dit que, évidemment, avec une nouvelle constitution, puisqu'il y aura un certain nombre de changements qui seront apportés, on pourra aborder également le détail de ce type de changement. Et il m'a dit qu'il était naturel et évident de refaire à ce moment-là les institutions élues, et que c'était envisageable, c'est pas une date fixe, mais que c'était très envisageable de faire une élection législative avant la fin de cette année. Donc, probablement autour de octobre, peut-être septembre, octobre, si j'ai bien compris. Et vous-même, en tant que parti, Djil Jadid, vous allez participer à ces élections législatives? Écoutez, c'est vraiment trop tôt pour prendre ce genre de décision, d'autant plus qu'après la Constitution, il y aura forcément un amendement de la loi électorale, parce que la loi électorale actuelle a été faite sur mesure pour les anciens partis de l'alliance présidentielle, et que donc elles ne sont pas viables. Il faut revoir tout ça, il faut mettre sur la table, et c'est à travers ces actions, les unes après les autres, qu'on jugera de la réalité, non seulement de l'intention, mais de la capacité réelle du président de la République à faire évoluer les choses. Oui, justement, vous avez parlé de changements que vous avez évoqués dans la discussion avec le président Tebboune le mardi 14 janvier. Même dans votre communiqué, vous en parlez. Alors, quels changements vont-ils être introduits dans écoutez, j'ai bien compris que la vision du président de la République est d'aller vers un régime semi-présidentiel. Et là, on a abordé la question
par exemple, même sur le régime parlementaire, quels sont les défauts et les qualités d'un tel régime. Donc, il ne s'est absolument pas braqué sur telle ou telle chose, mais il a signifié qu'à travers la mouture de l'avant-projet, il donne un avis à discuter. Ensuite, il est tout à fait d'accord pour qu'il y ait une diminution des prérogatives du président de la République. Il considère que c'est des pouvoirs excessifs, qu'il rééquilibre en faveur du Parlement. J'ai posé la question, est-ce qu'il y aura un chef de gouvernement avec des prérogatives élargies ou on reste dans le cadre de la formule du Premier ministre qui est un peu coordinateur du gouvernement? Il m'a dit que c'était au dialogue de le définir, mais il n'est absolument pas contre le poste de chef de gouvernement avec possibilité de censure de la part du Parlement. Et j'ai également posé la question, est-ce que les députés auront la capacité d'auditionner un ministre sur son travail, sur les décisions qu'il prend dans son département, sur la destination de l'argent, etc. Et il m'a dit qu'il serait absolument normal que le Parlement puisse se réunir publiquement et, s'il le faut, avec les projecteurs de la télévision pour auditionner les ministres pour juger de leur action. Et dans votre discussion avec le président, vous avez dit, selon votre communiqué, que vous avez demandé à clarifier les dispositions constitutionnelles pour délimiter le champ du pouvoir sécuritaire, séparer le militaire du civil, tout en donnant les moyens à une sécurisation de l'État. Que vous entendez par là? Absolument, c'est venu dans le sillage de la discussion sur l'indépendance de la justice. Ouais. D'ailleurs, cela fait partie des 7 points de la lettre qui a accompagné la mise en place du comité d'experts. Et donc, j'ai tenu tout de même à réouvrir la discussion à ce sujet. Et il semble clair que le président de la République souhaite que la justice devienne indépendante de l'exécutif pour éviter cet entrechevêtrement entre les coups de fil d'un ministre de la Justice, mais aussi d'autres personnes influentes du régime et qui changent le cours des procès, qui changent le cours des affaires judiciaires. Et dans ce sillage, j'ai aussi posé clairement la question quelles pourraient être les mesures constitutionnelles pour clarifier le rapport entre l'institution militaire et la dimension politique. Et j'ai insisté en proposant d'ailleurs cet aspect-là, qu'il fallait peut-être dans la Constitution accepter l'idée que le pouvoir sécuritaire devienne un pouvoir réel, constitutionnel, mais bien délimité pour qu'il n'y ait pas de chevauchement avec le pouvoir politique. Entre autres questions, par exemple, il n'est pas normal qu'un militaire en fonction, d'autant plus chef d'état-major, soit en même temps ministre de la Défense. Ouais. Là, il y a une interpénétration des fonctions et il faudra éviter. Donc, je pense que l'aspect sécuritaire d'un État, et tous les États dans le monde prennent ce type de disposition, qu'il soit considéré à l'intérieur, par exemple, d'un conseil, un haut conseil à la sécurité nationale, qui soit bien délimité, qui ait des fonctions importante de sécurisation de l'État, mais qu'il n'y ait plus d'empiètement sur les prérogatives d'un gouvernement civil qui doit gérer, lui, tout l'aspect politique de la vie nationale. Est-ce que vous pensez à ce qu'on appelle l'État profond? Écoutez, c'est un peu tout à la fois. Il faut maintenant qu'on arrive à sortir des aspects occultes. Vous savez très bien que tous les Algériens pensent que c'est l'armée qui dirige le pays. Cela n'est pas dit dans les textes officiels, cela n'est pas dit dans la Constitution. Et lorsque les militaires sont interpellés à ce sujet, ils vont tout de suite se réfugier en disant que nous n'accomplissons que les prérogatives prévues par la Constitution. Mais je pense aussi, et c'est évident, on l'a vécu les 10 derniers mois, que l'institution militaire a d'autres pouvoirs beaucoup plus importants que ceux qui ne sont définis dans la Constitution. Donc il me semble, comme une première phase importante, que la dimension sécuritaire, qui est qui est un problème qu'on ne peut pas faire semblant qu'il n'existe pas,
le prendre en considération, donner sa part à la dimension sécuritaire, mais mettre tout ça au clair. Je rappelle par exemple l'un des premiers États démocratiques dans le monde, en l'occurrence les États-Unis. Le Patriot Act, après les attentats de 2001, a fait en sorte de geler une grande partie de la Constitution américaine. Et donc c'était une façon indirecte d'inscrire en fait dans les lois fondamentale de ce pays, la dimension sécuritaire qui doit prendre en compte des éléments qui n'existaient pas par le passé. Donc c'est pour ça que j'avais, dans une contribution il y a quelques jours, parlé de ce quatrième pouvoir à côté de ces trois pouvoirs qu'avait définis Montesquieu en son temps avec l'esprit des lois, c'est-à-dire l'exécutif, le judiciaire et le législatif. Il faut considérer le pouvoir sécuritaire, le délimiter, lui donner ses prérogatives et que l'État fonctionne dans la clarté. C'est important. Est-ce que la question de la lutte contre la corruption a été évoquée dans vos discussions? Oui, nous en avions parlé. Le président semble absolument déterminé à mener jusqu'au bout cette lutte. Et y compris faire démarrer dès la fin des procès, lorsqu'il y aura les jugements, les moyens de récupérer tout ce qui peut être récupéré comme argent qui a été détourné et surtout placé à l'étranger. Parce que lui, il avait parlé durant la campagne électorale qu'il avait un plan, mais il vous a pas expliqué ce plan. Non, il me l'a pas expliqué et je vais vous dire, même s'il m'avait donné des éléments, je ne le dirai pas parce que, à l'évidence, on ne peut pas parler à la légère de tout et de n'importe quoi. Est-ce que cette question d'aller voir le président ou pas a été discutée au sein du parti? Absolument. D'ailleurs, je vous rappelle que le 17 décembre, j'avais animé une conférence de presse et il y a eu un communiqué assez long d'ailleurs où on disait que le président a été élu dans des conditions qui ne sont pas démocratiques. Il n'y avait pas l'accord du mouvement populaire. Il n'y a pas eu une mobilisation importante et donc on considérait tout de même qu'il avait une légalité et qu'on allait traiter avec un président qui est là de fait. Donc il faut agir avec le réel, ce qui existe, et que s'il devait y avoir un dialogue, il fallait un minimum de précautions politiques à mettre en place, une atmosphère politique positive. Je pense que c'est ce qu'il a entamé. Et donc, à ce titre, il faut essayer d'accompagner ce changement, car en dehors d'une véritable négociation autour de la Constitution, des lois électorales, de la représentativité, etc., et là, je pourrais revenir sur une partie importante. Donc, en dehors de ce dialogue-là, que peut-on offrir aux Algériens? Est-ce qu'on va leur dire nous allons continuer à marcher tous les vendredis pendant combien de temps? 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans? Est-ce que ça, c'est raisonnable? Alors, discutons, voyons s'il y a une possibilité de gagner quelque chose pour l'État. Et puis, si on n'a pas ce que le minimum qu'on désire, on peut revenir et marcher tous les vendredis s'il le faut. Il est bon que le Hirak continue actuellement. Le Hirak doit maintenir une pression sur le pouvoir pour qu'il ne considère pas que maintenant il s'en est affranchi et qu'il peut imposer maintenant ce qu'il veut. Mais en même temps, je pense qu'il serait plus rentable, plus fructueux de demander à travers cette négociation de véritables concessions en faveur non pas des postes ministériels ou des postes des sièges à la PN, non pas pour négocier des quotas, mais pour avoir des concessions sur l'état de droit. Donc pour vous, il s'agit de négociation, pas de dialogue. Bien entendu, vous savez très bien que les mots peuvent parfois un petit peu avoir des connotations, provoquer la susceptibilité des uns et des autres. Bien sûr que derrière le mot dialogue, qui est un peu plus diplomatique, il y a à l'évidence une négociation. Elle se fait de manière très subtile, mais elle est là. On a demandé avant tout dialogue de libérer les prisonniers. La majorité maintenant a été libérée. On a demandé l'ouverture des médias et du champ politique. Il y a des promesses fermes pour que cela se fasse dans les jours qui viennent. Donc à ce moment-là, il faut engager une dynamique de discussion en restant
très attentif et pour employer un mot qui était très très à la vogue dans les années 70, il faut rester vigilant. Il faut faire attention. Quelle que soit la bonne volonté du président, il est évident qu'il est dans une position difficile. Il y a des inerties à l'extérieur du système, mais aussi à l'intérieur du système. Il y a aussi des difficultés autour du pays. Donc il faut prendre en considération cela et ne pas faire un jusqu'au boutisme qui va être stérile en bout de course. Est-ce que l'opposition, vous pensez que l'opposition qui s'est réunie, vous l'avez dit, à Ain Benyan en juillet 2019, il y a aussi d'autres initiatives qui ont été prises par plusieurs partis. Est-ce que c'est possible que l'opposition se réunisse autour d'une même plateforme pour exiger plus de réformes et de changements dans le pays? Écoutez, jusqu'à présent, il n'y a rien de tel qui est en train de s'organiser, pas à ma connaissance en tout cas. Ce que je peux vous dire, c'est que les partis politiques et les personnalités qui avaient assisté à Ain Benyan, pour une bonne part d'entre eux, sont dans cette dynamique. Le président de la conférence à Ain Benyan a été reçu par le président de la République. Plusieurs partis politiques qui étaient présents ont été partie prenante de l'élection elle-même. D'autres qui avaient refusé l'élection, mais qui sont prêts pour aller dialoguer. Il reste quelques partis qui, pour le moment, pense que le salut de l'Algérie doit s'opérer d'une toute autre manière. Bon, maintenant, s'ils ont les moyens de convaincre la population et d'imposer ce changement comme ils l'entendent, de manière paisible, pourquoi pas. Et vous en pensez quoi? Parce que dans le Hirak, dans le mouvement de contestation, dans les slogans, il y a toujours cette question de Munawara du pouvoir, une manœuvre du pouvoir pour contourner les demandes. Comment justement convaincre ou comment rendre confiance? Parce qu'il y a une crise de confiance. Il y a une très grave crise de confiance dans le pays et je pense que les Algériens ont raison de ne pas faire confiance à ce pouvoir parce que pendant trop longtemps, c'est un pouvoir qui a menti, qui a volé le pays, qui a détourné ses moyens, qui a trompé les Algériens. Donc de ce fait, les Algériens ont le droit et le devoir de juger sur pièce. Maintenant, ça c'est le sentiment dans la population. La classe politique doit avoir un autre comportement. La classe politique, elle est sommée de trouver des solutions aux problèmes posés, de transformer en réalité la demande populaire. Maintenant, le Hirak, il faut aussi considérer qu'il est multiple. Il y a une forme de tentative de monopolisation du Hirak, et ça c'est très dangereux pour tout le monde. Par des courants politiques, absolument, par des courants idéologiques. Et là, c'est très néfaste. Vous pensez à qui? Non, c'est pas la peine de désigner, parce que très souvent, ils sont aussi sous forme d'anonymat, ils sont dans les réseaux sociaux, ils sont les distributeurs de slogans, etc. Bon, c'est normal, le pays est en crise, il y a ceux qui ne font absolument pas confiance, il y a ceux qui estiment que c'est l'occasion ou jamais pour faire un vrai changement. Donc il peut y avoir des raisons légitimes. Parfois il peut y avoir des raisons qui relèvent plus du calcul politicien. Mais chacun devra assumer ses positions de toute façon. Mais il me semble maintenant que le Hirak ne doit pas être monopolisé. Personne n'a le droit non seulement de parler au nom du Hirak, et personne n'a le droit d'exclure quelqu'un du Hirak, ce que malheureusement on a vu trop fréquemment ces dernières semaines et ce qui est lamentable. Vous avez parlé tout à l'heure de partis. Il y a des partis qui ont soutenu le pouvoir, du moins ces 20 dernières années, et vous avez vu qu'ils sont pratiquement en crise. Je parle du RND, du FLN, ce qu'on a appelé à l'époque le parti de l'alliance présidentielle. Et quel avenir vous voyez pour ces partis? Est-ce qu'ils doivent être toujours dans le jeu politique? Est-ce qu'ils doivent être mis au musée? Le RND, on prévoit de changer son nom. Comment vous voyez la présence de ces partis? Ma position personnelle est que dans le cas du FLN, il aurait été beaucoup plus utile pour le pays que ce sigle-là soit rendu à la nation. Et qu'il n'y ait plus personne qui manipule ce sigle qui appartient au patrimoine historique de l'Algérie, qui est l'un des mythes fondateurs. Il y a eu un abus inacceptable, l'utilisation de la mémoire des Chouhada, la mémoire patriotique du pays. Donc ma position est claire à ce sujet. Est-ce qu'il faut dissoudre le parti, lui enlever le sigle? Ça peut se discuter.
En ce qui concerne le RND, j'ai vu comme tout le monde qu'ils avaient l'intention de changer de sigle. Moi, je vais vous dire, si je devais faire un calcul politique, j'aurais préféré qu'ils ne changent pas de sigle et qu'ils se présentent aux électeurs avec le nom du RND. Parce que changer de sigle, c'est tromper encore une fois les citoyens. Oui. Il aurait été préférable qu'ils se présentent avec la responsabilité de la gestion du pays, avec la responsabilité et le RND et le FLN de voir leurs dirigeants en prison parce qu'ils ont trompé et volé ce peuple. Lorsqu'on voit le nombre de secrétaires généraux du FLN, le nombre de membres du FLN, le nombre de ministres, le nombre de secrétaires généraux du RND en prison, il y a de quoi punir ces deux partis, mais la meilleure punition est de mettre en place de vraies règles démocratiques, de vraies élections et de les laisser face au peuple, les punir politiquement. Donc c'est la sanction des urnes. Absolument. Vous avez parlé, avant de terminer, Soufiane Djellali, avec le chef de l'État, de la démocratie participative. Ce terme revient souvent. Oui. Il était déjà présent dans le premier mandat de Bouteflika dans son programme électoral. Est-ce que c'est quoi exactement ça? Écoutez, je l'ai repris parce que il m'a semblé que le président y tenait très fermement. Et d'ailleurs, c'était tout à l'heure, j'avais dit que j'avais une parenthèse. C'était le sujet. Oui. Il m'a longuement expliqué que, à travers son expérience en tant que Wali, et donc il avait travaillé beaucoup avec les collectivités locales. Il a même été donc ministre chargé des collectivités locales. Qu'il avait une autre perception de ce que peut être une véritable démocratie. Il m'a dit que actuellement, les communes sont extrêmement importantes en surface, qu'elles rassemblent différentes composantes sociologiques et que très souvent il y avait une forme d'hégémonie de la part d'un groupe social sur le reste qui réside sur les mêmes communes. Autrement dit, il y a une dimension tribale dans la société algérienne, etc. Et donc, il y a plusieurs communes qui sont systématiquement remportées par les mêmes groupes sociaux. Il a précisé il a précisé sa vision en disant que ce serait peut-être beaucoup plus intéressant d'avoir des élus de chaque village ou de chaque circonscription ou arrondissement quand il s'agit d'une ville, et que ces élus-là, répartis à travers ce territoire-là, qui ont une représentativité directe par rapport aux citoyens, que ce soit eux qui représenteraient l'Assemblée communale. À ce moment-là, il n'y a pas de déséquilibre par rapport à cela. Bon, on n'a pas été beaucoup plus loin dans les mécanismes, ce n'était pas le moment, mais il m'a dit qu'il envisageait sérieusement, d'autant plus qu'il aurait déjà fait cette proposition au début du règne de l'ex-président, mais qui n'avait pas été suivi et qu'il avait interrompu pendant une dizaine d'années son appartenance au gouvernement. Et donc, de ce fait, c'est un projet qui est resté en suspens. Mais il avait en tête l'idée que le moment est venu pour que les Algériens choisissent localement le sens que doivent prendre leurs affaires au niveau local. Donc le sens de la démocratie participative localement. Il y a une question qui est revenue récemment sous forme de question, Soufiane Djellali, sur la responsabilité de l'ex-chef de l'État qui est resté 20 ans. Il y a eu beaucoup d'affaires de corruption, de détournement. On avait parlé de chiffres astronomiques de détournement. On l'a vu dans le procès des ex-premiers ministres Ahmed Yahya, Belek Sellal et d'autres ministres. Il y a d'autres dossiers. Est-ce que vous êtes favorable au jugement du président Bouteflika? À mon avis, oui. Non pas pour le mettre en prison, je pense qu'il est déjà en prison, malheureusement pour lui, il ne peut ni se déplacer, ni profiter de la vie, ni profiter des avantages qu'il s'est octroyés. Mais je pense que ça a valeur d'exemple. Il est évident maintenant qu'un ministre qui est nommé dans le gouvernement algérien, il peut s'attendre à tout moment que la situation se renverse et qu'il se retrouve derrière les barreaux. Et ça, c'est excellent parce que l'impunité totale qui avait été mise en place, et plus que ça, ce n'est pas une impunité simplement, mais l'encouragement à la corruption pour des raisons politiciennes a été catastrophique sur le plan moral pour le pays. Donc, il serait bon que l'ancien président soit jugé sur ses actes délictueux s'il en a commis directement et qu'il y ait un jugement politique clair sur sa gestion depuis 20 ans.
Récemment, il y a eu une affaire qui a été soulevée, vous l'avez sûrement suivi, l'ex-directeur de la culture de Msila, la Bahadrif, a été mis en détention après avoir écrit sur Facebook, qualifié le Moudjahid Abaramdan de khaïn, de traître. Oui. Est-ce que vous en pensez quoi de cette affaire? Écoutez, je pense que c'était excessif de le mettre en prison. Mais il est bon aussi que l'État reprenne ce rôle d'arbitre et de protection du pays, de la nation, de son unité, de son intégrité. Malheureusement, ces dernières périodes, on voit fuser de tous les côtés des propos racistes, des propos inadmissibles, des invectives, tout le monde devient traître dès qu'on n'est pas d'accord. Je crois que vraiment pour une raison de salubrité publique, il faut y mettre un terme. Et je dis que c'est de tous les côtés et c'est inadmissible. Et justement, le gouvernement va préparer une loi antiraciste contre le racisme, contre le régionalisme et contre le discours de la haine, parce que dans la loi algérienne, la loi n'a pas vraiment prévu ça. Est-ce que cette loi vient à propos? Vous avez évoqué cela. Et est-ce que vous pensez que une loi va arrêter un peu certaines dérives constatées sur les réseaux sociaux notamment? Écoutez, elle vient à propos. Maintenant, il faut voir le contenu. Et il ne faut surtout pas qu'elle devienne une loi de censure, parce que là, ça poserait un autre problème. Donc, ne faisons pas des procès d'intention à l'avance, on jugera sur pièce, mais il est normal qu'un pays protège l'intégrité et l'unité de sa nation en évitant le jeu de certaines extrêmes qui sont rentrés dans une position idéologique, identitaire, excessive, de tous les côtés. Tout ce qui finit par isme devient vraiment problématique. Je pense que le moment est venu de devenir des citoyens algériens avant d'être des citoyens ou d'être des individus qui appartiennent à un courant d'idées ou à une région. Donc il faut dépasser cela et sortir de ces confrontations complètement stériles qui vont annihiler les efforts de développement du pays. Nous avons devant nous de grands défis à relever, le défi de l'état de droit, de la démocratie, mais aussi le défi du développement. Il faut qu'on réussisse à mettre en place tout un nouveau système de vie en commun, mais que cela se fasse dans la paix, dans l'échange et dans la fraternité. Est-ce que, pour terminer, est-ce que ça n'a pas été quelque part provoqué, ces questions de division, de région, de racisme, à travers ce qu'on appelle les trolls, les mouches électroniques, quelque part on pense que c'est le pouvoir qui les a provoqués d'une certaine manière? Écoutez, lorsqu'on a vu à partir du mois d'avril le démarrage de ces mouches électroniques, il y a eu une manipulation évidente, il y a eu un flot d'attaques contre une région particulière qui était totalement inadmissible et inacceptable. Et je pense que le pouvoir, durant les 10 mois qu'a duré cette transition, puisqu'il faut appeler les choses par leur nom, ont été lamentables. Je pense que la direction, à ce moment-là, les décisions politiques qu'avait prises feu le chef d'état-major, n'ont pas toujours été à la hauteur. Et ça a créé énormément de tensions dont on n'en avait vraiment pas besoin. Mais là, on revient, qui doit faire la politique? Il faut comprendre une chose, que la politique est un métier trop sérieux pour laisser la politique entre les mains de n'importe qui. Pensez aux militaires. D'un côté, les militaires ne sont pas des politiques. Dans la psychologie du militaire, on est toujours dans la hiérarchie absolue. On ne pose pas de questions à son supérieur, on applique et on exécute. Or, en politique, c'est juste l'inverse. En politique, on discute, on argumente et on peut changer de position. Mais maintenant, ils ne sont pas les seuls dans ce cas-là. Il y a eu des manipulations de partout et je le regrette profondément et de tous les courants idéologiques. Merci beaucoup, c'est Sofiane Djilali. Je rappelle que vous êtes président de Jil Jadid. On est revenu un peu en détail sur la rencontre que vous avez eue avec le président Tebboune le mardi 14 janvier sur la situation politique. On aura sûrement l'occasion de vous accueillir chez nous à Radio Avec plaisir. Bienvenue Radio M. Vous pouvez la suivre, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, sur YouTube, sur Facebook, Twitter et sur tous les supports Radio M et Radio M Post. Au revoir et à très bientôt. Pour bien s'entendre,
Il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.